Moïse Nyarugabo, le caméléon politique qui a trahi le Congo. Pendant près de 30 ans, un nom revient comme un écho dans les vallées ensanglantées de l'est du Congo. Moïse Nyarugabo. Derrière son visage de politicien, de sénateur et de pasteur autoproclamé, se cache un parcours marqué par les trahisons, les rébellions et les alliances obscures avec ceux qui ont déchiré la RDC. De la FDL au M23, en passant par le RCD et le CNDP, il a traversé toutes les guerres, comme un fil rouge reliant les époques et les haines. Aujourd'hui, Africa Flashes plonge au cœur du parcours d'un homme dont le nom rime, pour beaucoup, avec duplicité, sang et manipulation. Dans la résidence de Goma, les dirigeants de la rébellion sont en réunion permanente. Le vice-président est Moïse Nyarugabo, un Tutsi du Kivu. Dans cette même résidence, 2 ans plus tôt, il exerçait sur Kabila l'influence la plus grande. D'entrée de jeu, comme pour se défendre d'une accusation de trahison, il résume « Nous n'avions pas le choix ». Mais vous avez été pendant très longtemps un des plus proches de Kabila. Vous étiez son secrétaire particulier, vous étiez tout le temps avec lui. On vous voit partout sur les images avec lui. Oui. Quand est-ce que vous avez commencé à douter et pour finalement vous en séparer? Commencer à douter, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Mais justement, ce doute allait grandissant. C'est au fur et à mesure qu'il y avait des faits nouveaux, c'est au fur et à mesure qu'il y avait des constats amers et nouveaux. Mais c'est plus tard qu'on s'est rendu compte que c'était... ça ne pouvait pas continuer. Mais vous ne vous êtes pas fait de reproches alors en vous disant j'ai quand même participé à sa mise en place, je l'ai défendu fidèlement et puis je me retourne contre lui. Et comment ça a pu se passer tout ça? Je pense que c'est tout à fait normal. C'est plutôt ceux qui ont participé à sa mise en place, ceux qui l'ont vu en quelque sorte naître et grandir, qui le connaissent mieux que les autres. Et c'est tout à fait normal que ce soit ceux-là, après lui avoir apporté conseil, après lui avoir tout dit, s'ils n'écoutent pas, je crois qu'ils sont mieux placés pour le ramener à la raison par toute voie. Au lieu de mettre les institutions en place, lui s'est mis à la place de toutes les institutions. Il était le président, il était le parlement, il pouvait dicter des lois et il pouvait les briser quand il veut. Il était lui-même, il pouvait monter une cour d'ordre militaire qui condamne les militaires et les civils, qui condamne, qui tue, qui exécute en plein jour, les militaires comme les civils. Il pouvait, le mouvement lui-même qu'il a porté au pouvoir, il l'a supprimé, lui-même est devenu l'Alliance. À notre entendement, l'Alliance, c'était à l'alliance des groupes ou des mouvements ou des partis qui se sont mis ensemble pour une cause. Mais à un moment donné, c'est lui-même qui est devenu une alliance. Les rebelles couvrent Kabila d'accusations, mais quand un homme comme Alexis Tamboué, que nous avons vu arriver de Bruxelles, accuse Kabila de corruption, cela ne manque pas de sel. Ce ministre de Mobutu, efficace et brillant, a occupé des postes aussi intéressants que ministre des Transports, des Communications et responsable des douanes. Alexis Tamboué s'en défend, on le dit milliardaire, et même qu'il finance la rébellion. Kabila lui a proposé le pardon, mais à une condition qu'il n'a pas acceptée. Alors il invitait tous les dignitaires, comme vous, à rentrer au pays, mais à condition qu'ils versent une somme d'argent, un peu en compensation des profits qu'ils avaient tirés du Mobutiste. Et vous n'avez pas voulu faire ça? D'abord pour la simple raison que je n'ai rien volé. Et puis, il faudrait poser la question de savoir, il y a eu quelques-uns qui ont payé. Cet argent est allé où? Cet argent est allé où? Trésor? Dans quel compte? Quelle écriture? C'est pour ça que vous ne vouliez pas payer, et au risque de ne pas pouvoir rentrer dans votre pays? Non, j'ai toujours été... Non, au risque de ne pas rentrer dans mon pays, je suis dans mon pays. Non, j'ai toujours considéré que la reconstruction est l'affaire de tous les Congolais. Entrer dans le cadre d'un processus de reconstruction de mon pays, je suis parfaitement d'accord.
mais entrer dans le processus de raquette, hein, où on vous communique un compte numéroté à l'étranger qui n'est pas le compte du trésor, je ne suis pas assez stupide que pour accepter ce genre de jeu. Dîner du vendredi 28 août. Les lynchages de Tutsis à Kinshasa pèsent sur les esprits et tout le monde ici sait que Goma n'est pas à l'abri des obus de Kabila. C'est que Kabila, lorsqu'il était content un peu, il lui arrivait de se confier à moi. Il m'avait confié une fois, Kabila Père, hein? Kabila Père, que lui nous connaît depuis longtemps, il voulait dire que lorsqu'il combattait encore au maquis à Ewabora, il avait quelqu'un, je ne sais pas si vous voulez parler de Banyamulenge ou simplement de Tutsi, qui l'avait rejoint dans son maquis, avec lequel ils étaient des grands amis, ils ont combattu ensemble et ils seraient morts à l'une des attaques de Moba. Et que celui-là lui a laissé les enfants, et que ses enfants, il les a adoptés, il les considère comme ses enfants, c'est lui, ce sont ses enfants. Ça, il me l'a confié. Mais est-ce dire qu'il s'agit de Joseph? Je ne sais pas. Il ne me les a pas montrés. Il y en a même un qui était arrivé ici à Lubumbashi, j'ai oublié son nom, je vais rechercher. Bonjour, chers auditeurs d'Africa Flash. Bienvenue à vous, où que vous soyez, à travers les 26 provinces du Congo et au-delà du continent africain. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, dérangeant, mais essentiel pour comprendre la mécanique des conflits qui ravagent notre pays depuis plus de 3 décennies. Il s'agit d'un nom qui revient sans cesse, un homme qui incarne pour beaucoup la face sombre de la politique congolaise. Moïse Nyarugabo Muhizi Mugeyo. Né en 1966, officiellement citoyen congolais, mais perçu par beaucoup comme un instrument étranger, Nyarugabo est devenu une figure emblématique de la trahison nationale. Derrière son vernis de politicien et de pasteur se cache une trajectoire jalonnée de guerres, d'alliances douteuses, de discours incendiaires et de calculs froids. À chaque époque clé, à chaque basculement du Congo, il réapparaît toujours du côté de la fracture, jamais du côté de la réconciliation. C'est cette constance dans la duplicité qui fait de lui un personnage central du chaos. Moïse Nyarugabo, c'est d'abord une trajectoire qui épouse celle du sang et de la guerre. En 1996, il prend les armes contre Mobutu sous la bannière de l'AFDL, ce mouvement, né dans les forêts de l'Est, façonné, soutenu et manipulé par Kigali. À l'époque, beaucoup voyaient en l'AFDL un espoir, celui de tourner la page d'un régime vieillissant. Mais dès les premières opérations militaires, les populations de l'Est comprirent que la libération cachait une invasion. Et dans cette invasion, un jeune cadre nommé Moïse Nyarugabo jouait déjà un rôle clé. Lorsque Laurent-Désiré Kabila, le père fondateur de la Seconde République, rompit avec ses parrains rwandais, c'est encore Nyarugabo qui fit volte-face, rejoignant le RCD, la rébellion congolaise pilotée depuis Kigali et Gisenyi. Ce geste marqua sa première trahison ouverte contre la souveraineté congolaise. Il passa de libérateur à rebelle, d'allié du peuple à instrument de la balkanisation. Pendant les années 1998 à 2003, le RCD sema la mort et la désolation dans tout l'Est. Massacres, viols, déplacements massifs. À chaque épisode, le nom de Nyarugabo apparaissait dans les réseaux politiques et diplomatiques de cette pseudo-administration parallèle soutenue par Paul Kagame. Quand le RCD s'essouffla, le même schéma se répéta. En 2006, c'est le CNDP, avec Laurent Nkunda puis Bosco Ntaganda, qui devint le nouveau bras armé de Kigali.
Et une fois encore, Moïse Nyarugabo, comme un acteur insaisissable, revint dans l'ombre de ses rébellions. Il se présentait comme un médiateur, un pasteur, mais ses messages, ses voyages et ses connexions trahissaient un rôle plus profond, celui de trait d'union entre les commanditaires étrangers et les relais internes. C'est un cycle infernal. Chaque fois que le Congo tente de se relever, des hommes comme lui réapparaissent pour le plonger dans la confusion. Quand Joseph Kabila chercha à stabiliser les Kivus à travers les brassages et les accords de paix, Nyarugabo s'éloigna de Kinshasa pour revenir dans la zone grise du Maquis. Et aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, l'histoire se répète. L'homme, qui hier se disait pasteur, revient à la rhétorique du front, soutenant ouvertement ou à demi-mot la cause du M23 et de ses parrains du RDF. Mais que reproche-t-on exactement à Moïse Nyarugabo? D'abord, la trahison. Trahison contre le Congo, contre la mémoire des victimes, contre son propre serment d'élu. Ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux le voient se présenter en défenseur d'une communauté marginalisée, mais derrière ces mots se cache une propagande méthodiquement calibrée pour diviser. Il accuse, insinue, dramatise, fabrique des récits d'extermination pour légitimer des alliances armées. En octobre 2025, il a encore accusé le Burundi de préparer un génocide contre les Banyamulenge, sans jamais fournir de preuves, tout en taisant les crimes du RDF et du M23. Cette manipulation de la peur n'est pas nouvelle. Elle est son arme la plus puissante. Ensuite, l'allégeance étrangère. Dans tous les conflits du Congo moderne, de l'AFDL au M23, on retrouve une constante, la main du Rwanda, et dans son ombre, Nyarugabo. C'est ce qui lui vaut le surnom de « agent rwandais ». Pour beaucoup, il n'a jamais défendu la RDC, mais a servi d'intermédiaire entre Kigali et certaines élites congolaises. Sa loyauté ne va ni à Kinshasa, ni à Minembwe, ni même à sa communauté, mais à ceux qui garantissent sa survie politique et matérielle. Troisième point, la manipulation communautaire. Les Banyamulenge, peuple pastoral du Sud Kivu, ont longtemps été pris entre plusieurs feux, rejetés par certains, instrumentalisés par d'autres. Et Nyarugabo s'est érigé en porte-parole, autoproclamé, non pour apaiser, mais pour diviser. Il parle au nom d'eux, sans jamais vivre avec eux. Il brandit leurs souffrances, tout en pactisant avec ceux qui les envoient au front. Plusieurs voix s'élèvent dans sa propre communauté pour le dénoncer. Il n'a jamais construit une case à Mulenge, il ne revient que pour attiser la haine. C'est une stratégie classique des professionnels de la guerre. Créer la peur pour rester indispensable. Quand il dit défendre les Banyamulenge, il sait que chaque tension lui donne de la visibilité. Chaque bataille dans les hauts plateaux est pour lui une opportunité politique. Il transforme la douleur en capital politique, la guerre en fonds de commerce. Puis vient l'hypocrisie religieuse. Depuis plusieurs années, Moïse Nyarugabo se présente comme pasteur évangélique. Il parle de paix, de réconciliation, cite la Bible, mais dans le même souffle, il diabolise les FARDC et justifie les armes. Comment peut-on prêcher l'Évangile et bénir la guerre? Comment peut-on invoquer Dieu et pactiser avec ceux qui bombardent les villages? Son double discours illustre ce que beaucoup appellent une religion de façade, utilisée comme bouclier moral pour dissimuler un agenda politique. Sur le plan international, son image est tout aussi dégradée. Plusieurs sources affirment qu'il a été blacklisté par les États-Unis, interdit de visa pour ses activités subversives. Son passeport diplomatique n'ouvre plus de portes et les chancelleries occidentales le tiennent à distance. Il rêvait de se présenter comme un homme d'influence. Il est devenu un symbole de méfiance.
Moïse Nyarugabo, c'est aussi la personnification du pouvoir pour le pouvoir. Sénateur pendant 12 ans, il n'a jamais défendu une grande cause nationale. Pas une proposition majeure pour Kinshasa, pas un projet pour Minembwe, pas une initiative pour la paix. Ce qu'il a défendu, c'est son accès aux sphères du pouvoir, ses privilèges, son immunité. Et quand il a senti que son étoile politique pâlissait, il est retourné à ce qu'il connaît le mieux, la rébellion. Certains le décrivent comme un rebelle professionnel. C'est un mot fort, mais juste. Depuis 1996, il n'a jamais connu la neutralité. Toujours en opposition, toujours dans la manœuvre, jamais dans la construction. Aujourd'hui encore, il se retrouve à soutenir, de près ou de loin, le réseau du M23-A FC, les mêmes structures qui attaquent les positions FARDC à Nyiragongo, à Masisi, à Kichanga. Son retour médiatique coïncide toujours avec la montée des tensions. Quand les armes parlent, Nyarugabo refait surface. Pourtant, derrière sa voix, il y a une lassitude nationale, car le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui de 1998. Les Congolais ont compris. Ils ont vu, entendu, perdu des proches, survécu à des trahisons et des fausses promesses. La rhétorique de la victimisation ne prend plus. Les patriotes de l'Est, les Wazalendo, les jeunes de Kinshasa et de Goma, tous voient clair dans ce jeu. Ils savent que chaque porte-parole communautaire, sponsorisé par Kigali, n'est qu'un masque de plus dans le théâtre de la balkanisation. Ce qui choque, c'est l'arrogance. Comment un homme qui a servi sous 4 régimes rebelles peut-il encore oser parler au nom du Congo? De Mobutu à Tshisekedi, il a toujours choisi la voie de la violence. Et quand la paix arrive, il la sabote. C'est comme si l'existence même de Nyarugabo dépendait du chaos. Sans guerre, il n'existe plus. Mais l'histoire, elle, n'oublie pas. Le peuple congolais commence à dresser le bilan des 30 dernières années. AFDL, RCD, CNDP, M23, toujours les mêmes visages, toujours les mêmes parrains, toujours les mêmes plaies. Et au milieu de ce cycle infernal, des noms reviennent. Kagame, Kabarebe, Ntaganda et Nyarugabo. Cette répétition n'est pas un hasard, mais une stratégie. Entretenir un feu bas pour garder la région instable, pour que les ressources coulent vers l'extérieur, pour que le Congo reste faible. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, par sa fermeté, met fin à cette mascarade. L'État congolais n'est plus prêt à tolérer les doubles discours. Ceux qui pactisent avec l'ennemi doivent être traités comme tels. Moïse Nyarugabo n'est pas une exception. Son passé le rattrape et sa parole n'a plus de crédibilité. Il est devenu, pour beaucoup, le visage de l'échec moral et politique d'une génération d'élites déconnectée du peuple. Chers auditeurs d'Africa Flash, ce récit n'est pas seulement celui d'un homme, mais celui d'un système. Nyarugabo n'a prospéré que parce que le Congo a longtemps toléré l'impunité. Mais une ère nouvelle s'ouvre. Le Congo d'aujourd'hui veut des bâtisseurs, pas des saboteurs, des patriotes, pas des agents étrangers. Et c'est ce message que les Wazalendo portent sur les collines de Kalehe, de Minembwe et de Rubaïa. Plus jamais la trahison ne triomphera. Oui, plus jamais. Jamais un fils du pays ne doit se lever contre sa terre pour servir un agenda étranger. Jamais un élu ne doit troquer la souveraineté pour une faveur diplomatique. Moïse Nyarugabo symbolise tout ce que le Congo rejette aujourd'hui. La duplicité, la manipulation, la guerre sans fin. Mais sa chute symbolise aussi une renaissance, celle d'un peuple qui a appris à reconnaître ses vrais ennemis. Mais pour bien comprendre la portée du phénomène Nyarugabo,
il faut regarder au-delà de sa personne et décrypter la mécanique qui, depuis 3 décennies, nourrit le chaos de l'Est du Congo. Car derrière chaque discours, chaque rébellion, chaque prétendue revendication communautaire, il existe une architecture de contrôle, une main invisible dont Kigali tient les fils. Ce que représente Moïse Nyarugabo n'est pas un hasard. Il est le produit direct d'une stratégie méthodique conçue à Kigali depuis les années 1990. Une stratégie qui consiste à créer, infiltrer, puis recycler des mouvements rebelles pour maintenir la RDC dans un état d'instabilité permanente. La FDL fut le premier acte, le RCD le second, le CNDP le troisième, et aujourd'hui, l'AFCM 23 le quatrième. À chaque génération, les visages changent, les sigles se transforment, mais l'essence reste la même. Contrôler les routes minières, affaiblir l'État congolais et empêcher l'émergence d'une armée forte. Dans ce dispositif, Nyarugabo est un relais. Il n'est pas le stratège, il est le porte-voix. Son rôle est de donner un vernis politique et communautaire à une entreprise de prédation. Quand il accuse les Burundais, c'est pour détourner l'attention du rôle du Rwanda. Quand il dénonce une menace imaginaire contre les Banyamulenge, c'est pour justifier une présence militaire étrangère dans le sud Kivu. Il parle de protection, mais ce qu'il protège, c'est l'agenda de Kigali. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que derrière le discours de Nyarugabo se cache une vieille doctrine. L'ethnic shield, le bouclier ethnique. C'est une technique de guerre politique. Elle consiste à s'abriter derrière la souffrance d'une communauté pour avancer un projet géopolitique. Le Rwanda l'a utilisé avec succès depuis 1994. Transformer toute critique en menace contre les Tutsis, toute riposte congolaise en haine ethnique. Nyarugabo a repris cette méthode et l'a perfectionnée dans le contexte congolais. Il s'en sert pour intimider les opposants, diaboliser l'armée nationale et créer une confusion morale qui paralyse le débat. Mais la vérité, c'est que de nombreux Banyamulenge rejettent cette instrumentalisation. Des chefs communautaires, des jeunes, des intellectuels de Mulenge, d'Uvira et de Bijombo dénoncent son double discours. Ils affirment « Nous ne sommes pas des otages de Nyarugabo. Nous voulons la paix, pas la guerre, au nom de notre nom. » Ces voix courageuses rappellent que la communauté Banyamulenge n'est pas une milice, ni une extension du M23, mais une composante du Congo. Et c'est cela que Nyarugabo craint le plus. Perdre le monopole de la parole, perdre le rôle du seul représentant. Sur le plan humain, Nyarugabo incarne une tragédie psychologique. Il est le symbole de ces hommes qui ne savent exister qu'à travers la crise. Quand la paix revient, ils s'effacent. Quand le conflit éclate, ils renaissent. Ils semblent dépendre du chaos comme d'une drogue. La guerre lui donne un public, une tribune, une importance. Dans l'ombre des armes, il se sent exister. Dans la lumière de la paix, il devient insignifiant. Cette addiction au tumulte explique pourquoi il sabote toute réconciliation. La stabilité menace son écosystème politique. Ce profil psychologique n'est pas isolé. Beaucoup d'anciens chefs rebelles vivent dans ce même schéma de survie. Ils ne construisent rien, mais ils savent détruire. Ils ne dirigent pas des peuples, mais des peurs. Et le Congo, longtemps, les a tolérés. Mais cette ère touche à sa fin. Car au-delà du personnage, il y a un jeu régional plus vaste. Les attaques verbales de Nyarugabo contre le Burundi, notamment en octobre 2025, s'inscrivent dans une guerre diplomatique menée par Kigali pour affaiblir le front Tshisekedi Ndayishimiye. En diabolisant les Burundais, il cherchait à rompre la coopération militaire entre Kinshasa et Gitega,
coopération qui, sur le terrain, a infligé de lourdes défaites au M23 et à ses alliés. Ce n'était donc pas une simple sortie émotionnelle, c'était une manœuvre calculée. Le Rwanda, isolé après le refus de sa paix par Tshisekedi, a besoin de semer la discorde entre ses voisins. Et pour cela, il active des relais médiatiques et politiques comme Nyarugabo pour répandre la confusion. C'est une guerre hybride, à la fois militaire, médiatique et psychologique. Pendant que les drones frappent à Kichanga ou Rubaya, les mots de Nyarugabo frappent sur X, Twitter. Pendant que les troupes RDFM 23 avancent sur le terrain, il avance dans les esprits, cherchant à délégitimer les FARDC et à semer le doute sur les alliances régionales. C'est ainsi que le champ de bataille s'est élargi. Aujourd'hui, la guerre du Congo se mène autant sur les collines que dans les discours. Mais cette fois, le Congo riposte différemment, car Félix Tshisekedi a rompu avec la complaisance des années passées. Il a compris que la paix ne viendra pas des compromis avec ceux qui vivent de la guerre. Son message est clair. On ne négocie pas avec ceux qui trahissent la patrie. En tendant la main à Kagame, il a lavé ses mains. En recevant le refus et l'insulte, il a obtenu la légitimité morale d'agir. Tshisekedi a replacé la question du Congo sur le plan de la dignité. La paix n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Et quand l'ennemi la rejette, la riposte devient une obligation. C'est dans ce contexte que les patriotes, les FARDC et les Wazalendo reprennent le terrain. Leur combat n'est plus seulement militaire, il est symbolique. Ils se battent pour rompre le cycle de la trahison. Ils se battent pour que plus jamais un homme comme Moïse Nyarugabo ne puisse utiliser le Congo comme tremplin pour des ambitions étrangères. Et si cette guerre est dure, c'est parce qu'elle marque la fin d'une ère. L'Est du Congo n'est plus une zone d'ombre où tout est permis. La lumière pénètre désormais dans les collines. Les alliances changent. Kinshasa travaille avec Gitega, avec Dodoma, avec Luanda, pour isoler définitivement les foyers de déstabilisation. Le Congo apprend à penser en puissance régionale, à imposer le respect de ses frontières et de sa souveraineté. Dans cette nouvelle équation, Nyarugabo n'est plus qu'une ombre, un vestige d'un temps révolu. Les peuples qu'il prétendait représenter lui tournent le dos. Même ceux qui hier l'écoutaient, aujourd'hui l'accusent. Tu nous as utilisés pour ta gloire personnelle. Son nom, autrefois associé à l'influence, devient synonyme de trahison. Son silence prochain ne sera pas une absence, mais une délivrance. Alors, chers auditeurs d'Africa Flash, retenons ceci. Moïse Nyarugabo n'est pas seulement un homme, c'est une leçon. Il incarne les blessures du Congo, mais aussi sa résilience. Son histoire montre que tant que le mensonge trouve des micros, la guerre trouve des armes. Mais elle montre aussi que la vérité finit toujours par vaincre le bruit. Le temps des Judas congolais touche à sa fin. La République, soutenue par son peuple et ses alliés sincères, avance vers une ère de clarté. Dans ce combat, chaque mot compte, chaque conscience s'éveille. Et pendant que Nyarugabo s'éteint dans ses contradictions, un nouveau Congo se lève. Un Congo qui ne veut plus survivre, mais régner sur son destin. Souvenez-vous de cette phrase qui circule dans les rues de Bukavu. Moïse Nyarugabo a pris les armes contre Mobutu, contre Mzi, contre Kabila, et maintenant contre Tshisekedi. Toujours contre son pays, jamais pour lui. Ce constat suffit à résumer toute une vie. Et c'est pourquoi, au-delà de son nom, c'est une leçon que nous devons retenir. Le Congo doit se libérer de ses propres Judas.